Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les entreprises value grecques. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. Alors, on est sur une sélection d'industries. Comme d'habitude, j'exclus tout ce qui est pharmaceutique, biotech, finance, automobile, équipementier auto, REITs, enfin les sociétés plutôt immobilières. Et bon, ça nous laisse quand même un bon panel d'entreprises. Ensuite, on se met sur la Grèce, les entreprises grecques qui sont négociées en Grèce. On va se mettre un minimum de capitalisation boursière à 200 millions d'euros pour éviter les dossiers qui sont trop peu liquides et sur lesquels on risque de ne pas avoir beaucoup d'informations. Ou en tout cas beaucoup d'informations ou peu de communication du management. On se met à un indicateur de solidité du bilan avec la dette nette sur EBITDA à 3 fois maximum. Ça c'est un critère qui est plutôt standard pour les sociétés non financières, non immobilières ou non utilities. On se met une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7 fois, donc là c'est notre indicateur, notre métrique de cherté. Valeur d'entreprise, on le rappelle, c'est dette plus capitalisation boursière, et l'EBITDA c'est un proxy du résultat opérationnel. On se met le rendement des capitaux investis à minimum 7%. Le rendement des capitaux investis, on rappelle, c'est les profits opérationnels après taxes divisés par les capitaux investis. 7%, c'est un chiffre qui peut paraître faible si on le compare aux États-Unis, mais il faut se rappeler que dans le NOPAT, donc le profit après taxes, eh bien, il y a taxes donc, et les taux d'imposition en Europe sont plus élevés qu'en Amérique, donc on se met 7%, ce qui me semble être raisonnable. On y va tout de suite, et finalement, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui correspondent à notre critère value. Ça c'est le screener que j'applique sur tous les pays que je passe en revue, et on voit que ici, finalement, il n'y a pas tant que ça d'opportunités de mémoire. Il y en avait beaucoup plus sur l'Italie et sur l'Allemagne, mais sur la Grèce, après c'est un petit marché. Bon, on a 4 dossiers. Le premier dossier, avant de vous en parler, je vous présente les colonnes. On a le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars. On l'a pas en euros dans ce tableau, donc on vous met en dollars, mais c'est à peu près pareil. La croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, comme ça permet de lisser les cycles. On a une valeur d'entreprise sur 3 indicateurs de cherté sur les flux, la valeur d'entreprise sur EBITDA, les price earnings, donc le ratio court-bénéfice, le ratio court sur free cash flow, lequel utiliser, on va voir ça au cas par cas, mais en fonction de si c'est une entreprise mature ou si c'est une entreprise qui a beaucoup de capex, il faudra peut-être utiliser les free cash flow, etc. Donc on va voir ça au cas par cas. Ici les métriques sur les capitaux propres ou sur les actifs ou actifs tangibles, on va pas forcément les utiliser sauf s'il y a une décote comme il y a ici par exemple, parce que ça c'est plutôt une métrique qui se regarde sur les financières, mais aussi sur les dossiers plutôt deep value, sur lesquels il y a une décote même sur les actifs, la valeur comptable des actifs. Bon. Ensuite, on a le rendement des capitaux investis, donc on en a parlé. Le rendement des fonds propres, on va pas l'utiliser ici parce que c'est plutôt pour les financières, même si ça peut s'appliquer sur les sociétés traditionnelles, bien sûr, mais c'est un peu biaisé par la dette, donc c'est pour ça que moi je préfère le rendement des capitaux investis. On a l'endettement de l'entreprise au dernier trimestre publié, en dette nette sur EBITDA, donc dette nette, c'est la trésorerie moins la dette, divisé par l'EBITDA, donc l'agrégat de proxy du résultat opérationnel. Ensuite, on a le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc le rendement de l'actionnaire inclut les rachats d'actions, ou la dilution éventuellement. On a le free cash flow et le bénéfice net, comme ça on peut vérifier que le payout ratio est bien ce qu'il est. On le rappelle, le payout ratio est calculé par rapport au bénéfice net, mais en réalité vous versez un dividende avec vos free cash flow, puisque le bénéfice net c'est comptable, le free cash flow c'est ce qui va rentrer dans la trésorerie ou ce qui va sortir de l'entreprise. On va enlever le prix qui ne nous intéresse pas. Et on commence par le premier dossier de cette sélection. On l'a déjà vu dans le top 10 parce que c'est une large cap, en tout cas de point de vue grec. On est sur Hellenic Telecommunication Organization, donc on est sur l'opérateur télécom grec, 6,7 milliards de market cap. Donc c'est plutôt une large cap, une grosse mid-cap en tout cas, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans qui est faible, mais c'est normal, cette industrie est très mature et donc il n'y a pas de croissance, sauf croissance externe. Par exemple, vous avez Deutsche Telekom qui a fait une expansion aux États-Unis, donc c'est le seul moyen en fait d'avoir de la croissance maintenant, c'est faire la croissance externe pour les télécoms. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est en dessous de notre zone value à 7, donc là ça c'est intéressant. Toutefois, on a des price earnings, des price free cash flow qui sont au-dessus de la zone value. Pour rappel, pour moi c'est un des deux en dessous de 10.
Et c'est pas le cas ici. Alors ça veut dire que entre l'EBITDA et les bénéfices, le résultat net, eh bien on a une bonne déperdition qui peut être liée aux dépréciations amortissements, mais également les free cash flow sont pas si élevés que ça. On a à peu près une bonne équivalence entre free cash flow et bénéfices nets, ce qui veut dire qu'on n'a pas on arrive bien à convertir les résultats nets en free cash flow, mais on est en dessous de la zone value. Donc c'est un peu cher à la limite. On a vraiment les capitaux investis à 15,5, ça c'est très bon. Par contre, c'est une excellente rentabilité opérationnelle et pas beaucoup de dettes. Pour un opérateur télécom, c'est quand même intéressant. À moins de les opérateurs télécoms, vous en avez qui sont endettés jusqu'à 5 fois la dette nette sur EBITDA. Mais ici, elle est pas endettée à ce niveau-là, elle a moins d'une fois la dette nette sur EBITDA. Et pourquoi est-ce qu'on peut être endetté plus que 3 fois sur les télécoms? C'est parce que ce sont des entreprises qui ont beaucoup de visibilité sur leur cash flow, donc les banques elles aiment bien ça et elles prêtent à des taux d'intérêt plus attractifs. Donc finalement c'est moins risqué à dette nette équivalente, c'est moins risqué de prêter un endettement équivalent, c'est moins risqué de prêter à un opérateur télécom qu'à une entreprise cyclique, industrielle, etc. Le rendement du dividende il est à 4,7%, donc c'est un bon rendement du dividende pour au niveau des télécoms, c'est plutôt dans la norme, mais c'est relativement intéressant pour quelqu'un qui veut avoir un portefeuille qui va être rentier, on va dire. On a un rendement de l'actionnaire à 7%, donc en plus il y a des rachats d'actions, excellent. On a un payout ratio qui est un peu élevé à 62%, donc ce qui me fait penser que ce dividende ne va pas forcément augmenter beaucoup plus, mais il est déjà intéressant à ce niveau-là, donc pas mal. Ce petit dossier, c'est un peu cher, mais c'est quand même très sécurisé, vous avez pas beaucoup de dettes et un bon dividende. Le point à vérifier, c'est est-ce qu'il y a le gouvernement au capital, est-ce qu'il y a l'État au capital, et ça c'est un point, pour moi c'est rédhibitoire. Mais si c'est pas quelque chose qui vous empêche d'investir dans l'entreprise, je pense que ça peut être un dossier intéressant. Alors Gecterna, on est sur un promoteur, voilà, ouais c'est ça, c'est une entreprise spécialisée dans la construction. On a 2,1 milliards de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est le chiffre 2023. Donc il y a peut-être une acquisition sur ce dossier parce que c'est possiblement la croissance externe pour que ça aille aussi fort. C'est à mon avis la construction, même en Grèce, c'est pas aussi en croissance que ça. Notre métrique de valorisation à la valeur d'entreprise sur EBITDA est à 5,9, ce qui est tout à fait dans notre zone value. Le price earning il est légèrement au-dessus de notre zone value, ça reste raisonnable à 10,9. On a un rendement des capitaux investis qui est à 11,9 quasiment, donc ça c'est plutôt bon aussi, bonne qualité, bonne rentabilité. Attention qu'il y a un peu de dette sur le dossier, 2,2 fois la dette nette sur EBITDA, c'est un peu lourd comme niveau d'endettement, et le dividende il est à 1,3%. On n'a pas le payout ratio malheureusement, on n'a pas les free cash flow, donc il faudra aller voir sur ce dossier spécifiquement qu'est-ce qu'il en est. Voilà, le point, moi c'est la dette un peu sur ce dossier qui est un peu élevé, mais sinon alors il y a l'air d'avoir de la croissance, à vérifier si c'est interne ou externe, et c'est pas si cher que ça. Donc après moi je suis pas trop fan de l'immobilier, je l'ai gardé dans la liste parce que construction c'est pas comme l'immobilier classique où vous faites du trading d'immeubles, je dis ça entre guillemets, mais bon vous avez quand même un peu de dette sur le dossier, donc peut-être à mettre de côté. Ensuite on a Aegean Airlines, on est sur donc je pense que c'est la plus grosse compagnie grecque, bon, en tout cas c'est une grosse compagnie aérienne grecque. Toujours pareil, il faut voir ce qu'il y a l'État au capital, mais pas forcément dans toutes. Il y a peut-être d'autres compagnies aériennes, ça c'est peut-être pas la plus grosse. À vérifier, on est sur 1,2 milliard de dollars de market cap, donc c'est une grosse small cap, une grosse mid cap. 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, ça c'est de la croissance organique, parce que post-pandémie, on a eu une forte reprise du secteur aérien, et je pense que ça en fait partie, enfin ça inclut cela sans croissance externe, mais on peut aller vérifier aussi spécifiquement. On est sur des métriques complètement value, 4,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas du tout cher, 8,7 fois le price earning, c'est pas du tout cher non plus, et le price of cash flow il est à 4,2. Donc c'est aucune des métriques qu'on voit ici n'est chère, et donc on est tout à fait value sur ce dossier avec un rendement des capitaux investis qui est à 10%, donc c'est assez qualitatif. Une fois la dette nette sur EBITDA, donc ça reste soutenable, pas trop de problèmes avec la dette ici. On a un rendement du dividende à 6,6%, c'est tout à fait intéressant, avec un peu de rachat d'actions, puisqu'on a 6,76 en rendement d'actionnaire. Donc on a des bénéfices nets qui sont, des free cash flow qui sont au double des bénéfices nets, donc le payout ratio ici il est à 25% par rapport au free cash flow, c'est largement soutenable. Bon, allez, les compagnies aériennes c'est quand même un secteur qui est difficile, il faut bien l'avoir en tête. Est-ce que
l'entreprise a des si bonnes métriques ici parce qu'elle a récemment fait une augmentation de capital qui a tout mis à zéro, donc ça à vérifier. Est-ce qu'il y a eu de la dilution récemment? En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est intéressant quantitativement, ça mérite d'être creusé. Quelle est la position concurrentielle de cette entreprise? Le secteur aérien, toutefois, attention, c'est un peu dangereux. Ensuite, on est sur Elvalcor, Hellenic Copper and Aluminium, donc c'est un mineur, c'est une entreprise qui fait du... alors c'est plutôt... Est-ce que c'est de la mine ou c'est plutôt Producing Cutting Edge Aluminium and Copper Solutions? Alors j'ai l'impression que c'est pas que de la mine, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt verticalement intégrés, avec aussi des produits, ils font aussi le packaging, donc ça c'est des applications qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils fabriquent eux-mêmes, donc ça à les creuser, mais je pense qu'ils font aussi, ils manufacturent des produits également, pas seulement du minage. Donc on est sur 860 millions de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Là pareil, est-ce que c'est externe ou organique? Parce que ça me semble élevé. On a 6,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE et 3,2 en price to free cash flow. On est complètement value, on a 0,8 en price to tangible book value. Donc on a une décote en plus sur les actifs tangibles. Alors, de quoi sont constitués les actifs tangibles? Il faut aller dans le bilan, regarder ça. Mais ça c'est intéressant, ce qu'on voit ici. Après on est bien sûr sur quelque chose qui est cyclique, qui est très cyclique à mon avis. Mais on est potentiellement, on a dépassé le bas de cycle, vu les métriques qu'on a ici. On a un peu de dette au bilan, ça c'est un peu dommage, 2,4 fois dette nette sur EBITDA, on n'est pas si loin que ça du seuil de 3 fois, donc attention. Rendement du dividende à 4,2%, pas d'informations sur le rendement de l'actionnaire, donc à vérifier s'il y a des rachats d'actions, on n'a pas le payout ratio, mais bon, je me dis que comme on a les free cash flow qui sont presque triples des bénéfices nets, je pense que l'entreprise a les moyens de verser ce dividende. Alors, conclusion, donc il n'y a que 4 dossiers, et bien il faut être restrictif, il faut respecter ces critères de sélection. Dans ces 4 dossiers, qu'est-ce qu'on va garder? Si vous regardez l'actionnariat de Hellenic Telecommunication Organization et que vous voyez qu'il n'y a pas l'état de capital, je pense que ça peut être intéressant. Ça sera défensif, ça sera peu volatile comme dossier. Les télécoms c'est très peu volatile, avec un bon petit dividende, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on peut mettre Gate-Terna qui, à mon avis, est un peu endetté, donc ça c'est plutôt, je mettrai en 3ème position. En deuxième, je mettrai Haigan Airlines, mais vérifiez bien la position concurrentielle de cette entreprise, pour vérifier si elle est leader sur le marché, sur sa zone en tout cas d'opération, parce que quantitativement c'est tout à fait intéressant. Maintenant c'est secteur aérien, c'est un peu dangereux. Et Valcor, c'est un peu cyclique à mon avis. Donc en premier je mettrai HTO, en deuxième je mettrai Haigan Airlines, et ex-aequo Gate-Terna et Valcor. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.